Merci pour l'invitation, au nom aussi de Monsieur Paparel qui n'a pas pu se libérer malheureusement. Donc effectivement, je vais vous parler d'une approche un petit peu plus invasive avec notre série de reins opérés avec thrombectomie cave au centre hospitalier Lyon Sud avec les chirurgiens cardio-thoraciques. Donc bref rappel, le cancer du rein est très fréquent et dans 5 à 10% des cas s'accompagne d'un envahissement veineux cave. Donc c'est quand même, c'est pas fréquent mais ça arrive. Je rappelle que c'est un thrombus qui est purement tumoral. Il n'est pas cruorique, donc aucune anticoagulation ne saurait le dissoudre. Il est caractérisé selon son niveau. Donc le niveau 1 qui est sous-hépatique, le niveau 2 qui est rétro-hépatique, le niveau 3 qui est sus-hépatique et le niveau 4 qui est intracardiaque au niveau de l'atrium droit. De ce niveau découlent directement les stratégies chirurgicales dont on a déjà commencé à parler. Le thrombus peut envahir la paroi de la veine cave, et on peut, comme on venait de l'évoquer, l'anticiper sur une IRM éventuellement et apprécier cet envahissement en préopératoire. Il peut se compliquer d'emboles et d'une insuffisance cardiaque par augmentation de la précharge, de la post-charge, pardon, pouvant aller jusqu'à le désamorçage de la pompe cardiaque. Enfin, un cancer du rein avec un thrombus cave s'accompagne d'un haut risque métastatique. Et donc vous l'aurez compris, c'est pas un très bon pronostic quand le cancer du rein est associé à ce type de thrombus, avec une survie à 1 an qui est de 30%. Il est donc communément admis qu'il faut opérer ces malades et que ça améliore largement leur pronostic. Mais ce sont des chirurgies qui sont périlleuses, avec des enjeux qui sont de taille. La résection en marge saine, déjà, pour être sûr de tout retirer. L'économie cave, puisque comme on l'évoquait, parfois le thrombus étant adhérent, il faut réséquer un bout de cave et donc faire une réparation qui doit être la plus économe possible et notamment qui ne doit pas être sténosante, le tout en assurant la bonne sécurité du patient. Certaines règles d'or sont donc communément admises avant de se lancer dans ce type de chirurgie. La bonne sélection du patient, qui doit pouvoir supporter ce type de chirurgie. La stratégie chirurgicale qui doit s'adapter non seulement au patient, mais aussi au niveau du thrombus et au potentiel envahissement de la veine cave. Et la pluridisciplinarité, qui est soit donc souvent une équipe urologique avec soit des chirurgiens digestifs, soit des chirurgiens cardiaques pour ce type de chirurgie. Un autre levier, c'est la circulation extracorporelle. Et donc c'est vrai qu'à Lyon, malheureusement, on n'a pas pu vous faire de vidéo par manque de procédures récemment. Mais le principe, pour ceux qui ne connaissent pas la CEC, c'est de récupérer le sang veineux qui va dans une machine qui l'oxygène et qui le réinjecte. Tout ça est géré par un pompiste dans le sang artériel. Et donc ça permet de shunter et de faire des chirurgies à cœur ouvert avec des cavotomies qui sont les plus exsangues possibles. On peut aussi utiliser un système de cell saver où on réinjecte dans le circuit le sang qui est collecté par l'aspiration en péropératoire. La chirurgie est donc l'option curative à envisager dans ces cas précis, mais la morbimortalité périopératoire est peu étudiée. Il n'y a pas beaucoup de séries, et notamment l'utilisation de la CEC est souvent débattue parce que c'est quand même une prise en charge assez lourde, et en l'occurrence qui s'accompagne d'une sténotomie. On n'est pas dans le mini-invasif. On a donc décidé de mener cette étude visant à analyser la morbidité périopératoire après néphrectomie totale élargie avec thrombectomie cave qui ont toutes été réalisées en double équipe chirurgicale uro et cardiothoracique à l'hôpital cardiothoracique avec un recours très fréquent à la CEC. Tous les patients inclus étaient, donc c'était une cohorte rétrospective monocentrique. Tous les patients avaient un cancer du rein avec un envahissement cave, quel que soit le niveau, et ils ont été inclus à partir du moment où ils étaient opérés à l'hôpital cardiologique de Lyon entre 2008 et 2021, donc sur 13 ans. En préopératoire, on faisait un bilan hépatique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de syndrome de Budd-Chiari, qui est un envahissement des veines sus-hépatiques, un bilan cardiaque pour être sûr que le patient pouvait supporter la chirurgie, le clampage cave, et voilà la procédure. Et surtout, et ça c'est vraiment le point le plus important dans ce type de chirurgie, avant ce type de chirurgie, c'est une imagerie récente, parce qu'il y a plein de surprises avec des thrombus qui montent, et avec un scanner qui date d'il y a un mois, on ne peut pas sereinement se dire qu'il est toujours au même niveau de façon certaine.
Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet aussi de ne pas passer à côté d'une évolution métastatique qui ferait remettre en question l'indication opératoire. Donc notre protocole chirurgical, c'était toujours une double équipe, urologue, chirurgien cardio-thoracique, et globalement, c'était toujours les deux mêmes pendant les 13 ans. Au bloc de chirurgie cardiaque, avec un accès fréquent à la CEC, faisant réaliser une sternotomie, donc les patients avaient une sternolaparotomie. Et on faisait toujours une ETO opératoire pour monitorer le niveau haut du thrombus. En post-opératoire, tous les patients passaient en soins intensifs avant de retourner en service de chirurgie où tous les soins classiques étaient prodigués. On a fait un recueil standardisé des complications selon Clavien, qui est une classification que tout le monde connaît, avec comme définition de complications sévères toutes les complications Clavien supérieures à 3. Donc dès qu'il y avait une réintervention nécessaire, qu'elle soit sous anesthésie locale ou générale, c'était considéré comme une complication sévère. Les critères de jugement principal, c'était la morbidité périopératoire jusqu'à 2 mois post-opératoire, et en secondaire, les résultats carcinologiques. On a également fait une analyse multivariée pour essayer de repérer des facteurs prédictifs de complications sévères. On a inclus 42 patients sur les 13 ans, avec des patients qui étaient plutôt en mauvais état général, puisqu'il y en a 60% qui étaient ASA 3, et 80% des patients étaient symptomatiques au diagnostic. On déplore 2 décès, donc 5% des patients opérés, un par ischémie mésentérique, et l'autre par inhalation sur un syndrome occlusif qui en fait a été négligé en service de chirurgie cardiaque. 72% des patients se sont compliqués, donc comme on disait, c'est quand même des chirurgies lourdes et à risque de complications, et 24% d'entre eux ont eu des complications qui étaient considérées comme graves, y compris le décès bien sûr. Si on regarde les résultats de l'étude selon le niveau du thrombus, on voit que dans notre série, il y avait plus de la moitié qui étaient des niveaux 3, donc qui étaient de niveau élevé, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui étaient sus-hépatiques. On voit aussi qu'on a beaucoup utilisé la CEC, puisqu'elle a été utilisée en 76% des procédures, et même dans 80% des procédures pour un thrombus de niveau 2, ce qui est tout à fait discutable, et je pense qu'on en parlera après, mais parce que les 2 complications graves qui sont survenues chez ces patients-là, j'ai re-regardé, et c'était des pneumothorax drainés, donc probablement un petit peu à cause de la sternotomie. En revanche, on n'a eu aucune complication au cours du 2e mois post-opératoire. Sur l'analyse multivariée, on avait pris comme facteur, entre autres, le niveau du thrombus et l'utilisation de la CEC, et il n'y a aucun d'entre eux qui est ressorti positif pour la survenue de complications sévères. D'autres résultats étaient intéressants à regarder, comme la durée opératoire qui était avec une médiane de 3h30, des transfusions plutôt faibles en péropératoire, seulement 17% des patients ont dû être transfusés, et des résections caves assez fréquentes, puisque c'est arrivé dans 1 cas sur 5, et sur tous ces patients qui ont eu besoin d'une résection cave, la moitié d'entre eux avaient un niveau de thrombus qui était 1 ou 2, donc des thrombus bas. Les objectifs secondaires étaient comparables à la littérature, avec près de 90% de chirurgie qui étaient réséquées en totalité, enfin de maladies réséquées en totalité, pardon, et une survie globale à 2 ans qui était proche de 50%. Quand on se compare à la littérature, on a un taux de mortalité qui fait partie des plus bas, puisque ça varie entre 5,7 et 15% dans les séries. Et les complications, on est dans la fourchette, puisque ceux qui ont utilisé la classification de Clavien avec la même définition que nous pour les complications sévères, retrouvaient entre 18 et 34% de survenue de complications sévères. Donc nous, on est à 24%, c'est dans les clous. Une de ces études, c'est la seule étude multicentrique que j'ai trouvée, publiée en 2013, qui incluait 162 patients avec tout niveau de thrombus, qui regardait la survenue de complications sévères en post-opératoire, sans notion de double équipe chirurgicale, pas de pluridisciplinarité développée en tout cas. La CEC qui a été 2 fois moins utilisée que chez nous, et en revanche également un séjour en soins intensifs systématiques. Ils ont une plus forte mortalité, avec 10% de décès, plus de complications avec 34% de complications sévères, plus de transfusions aussi, et il y a la durée d'hospitalisation qui était plus courte, parce que je rappelle que chez nous elle était de 14 jours. Je vous rappelle, mais je ne l'avais pas dit. On explique ces bons résultats par notre protocole reproductible et qui est appliqué à tous les patients, avec une équipe pluridisciplinaire, au bloc cardiologique qui permet un accès avec des équipes entraînées à la CEC avec une sternotomie chaque fois que c'est nécessaire,
et une surveillance rapprochée en unité de soins intensifs, systématiquement aussi. La CEC, pour nous, présente des avantages majeurs, qui sont le contrôle hémodynamique lors du clampage cave, qui permet une thrombectomie dans de bonnes conditions, mais aussi des résections et des réparations cave de qualité quand elles sont nécessaires. On lui trouve aussi, a priori, une qualité d'épargne transfusionnelle. De plus, notre série rassure quant à sa sécurité d'utilisation, puisqu'on n'a retrouvé aucune complication, grave en tout cas, qui était directement imputable à l'utilisation de la CEC. Pas de défaillance neurologique ou pas de réponse systématisée immunitaire. Et dans l'analyse multivariée, la CEC ne ressort pas comme un facteur prédictif de complications sévères. En revanche, la sternotomie qui l'accompagne est, elle, vectrice de complications sévères, comme on l'a vu. Et la question se pose de l'éviter, d'être un petit peu moins invasif. En l'occurrence, certaines équipes, pour les thrombus 4, moi j'ai pas trop l'expérience d'ailleurs, j'en ai pas opéré beaucoup sur les 42, mais pour les thrombus cave, a priori, les thrombus de niveau 4, pardon, je crois que c'est possible, mais je laisse les experts le dire après. Et pour les thrombus 3, c'est vraiment la zone d'ombre, je dirais, où on peut discuter de faire une mobilisation hépatique totale pour aller clamper la veine cave au-dessus des veines sus-hépatiques, soit en sous, soit en sus diaphragmatique, avec une manœuvre de Pringle et qui permet en fait de se passer de la CEC. Donc c'est là que le point qui a un sujet. Et j'ai trouvé cette étude de 2020 qui a inclus 19 patients qui avaient justement un thrombus de niveau 3 opéré sans CEC. Alors le point à souligner quand même, c'est que dans leur centre, ils en ont exclu 18 qui ont été opérés d'un niveau 3 avec une CEC. Donc en fait, c'est que des patients bien sélectionnés chez qui ils ont décidé de faire sans CEC. Ils ont eu 15% de mortalité dans les 2 mois post-opératoires, 5% le premier mois et ils sont montés à 15% le deuxième mois, 58% de complications et ils disent qu'ils n'ont eu aucune complication sévère. Donc ils n'ont pas dû coder les décès. Mais bon, ils ont pas mal transfusé. Ils sont pas mal transfusés, une médiane de 4 kg globulaires. Et les durées opératoires et d'hospitalisation étaient en revanche plus courtes. Ils décrivent qu'il y a quand même pas mal de lésions d'organes de voisinage dans quasiment une procédure sur 3. Notre étude est limitée par son caractère rétrospectif, non comparatif et unicentrique bien sûr, et on se compare à de la littérature assez ancienne et sur des cohortes qui sont finalement assez limitées. En conclusion, de notre point de vue, dans un contexte où la bonne technique chirurgicale n'est pas complètement établie dans ces indications, la circulation extracorporelle a l'avantage de faire des thrombectomies dans de bonnes conditions et on l'a vu avec une mortalité périopératoire relativement satisfaisante. C'est très discutable et je pense que ça va être le sujet pour les niveaux 1 et 2. Au niveau 3, elle devrait être toujours envisagée ou au moins rendue possible, ainsi que la pluridisciplinarité et encore une fois le scanner la veille, ça c'est vraiment très important. Voilà, et ça c'est une photo d'un thrombus intracardiaque. Merci. Merci Paul.